La page, vous la voyez bien, c'est bon? Oui, elle est bien. Ouais, super. Très, très bien. Ok, mes amis. Allez, on attaque. Vous savez que la paracha de la semaine, parachat Mishpatim, c'est la paracha qui vient tout de suite après le moment, dans la paracha Yitro, où on a reçu la Torah. En vérité, dans cette paracha, Moïse, il est toujours sur le mont Sinaï. Mais on parle en fait de la période qui succède au moment où il a reçu la Torah et les 10 commandements. Et juste après, pendant 40 jours et 40 nuits, il est resté en haut et il a reçu toutes les lois à l'oral, l'ensemble du Shulchan Aruch, je dirais, et toute la Torah jusqu'à la fin des temps, Dieu lui a transmis pendant 40 jours et 40 nuits. Et donc, en fait, la parashat Mishpatim, elle vient résumer et prendre en compte un certain nombre de lois où Dieu lui a demandé explicitement à Moïse de les marquer à l'intérieur de la Torah. Une partie a dû rester à l'oral et une partie, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui a dit de les écrire. Maintenant, c'est donc la paracha de la semaine, une paracha qui a une portée qui est très juridique. Pourquoi? Parce que toute la paracha, finalement, elle parle de loi. Donc de la même façon que la paracha Mishpatim, du reste le nom de Mishpatim veut dire les lois, eh bien, a une portée qui est très juridique. Alors c'est vrai que le cours d'aujourd'hui sur la Gemara, c'est un cours qui va également porter sur des lois. Mais on va effectivement parler de lois, parler également d'histoires qui viennent illustrer comment devons-nous juger ces différentes lois. Et en vérité, une des choses qui occupe la paracha de Mishpatim, c'est les lois qui concernent les différents types de gardiens et leurs responsabilités. Je vous résume à l'oral la première partie et on commencera à partir de la seconde partie, c'est-à-dire à partir de la ligne 12 que vous voyez dans la page qui est ici. La Gemara, la Mishnah nous dit, Baba Metzia, qu'il y a 4 types de gardiens. Lorsque je confie quelque chose à quelqu'un, je peux le faire de 4 façons différentes. Premièrement, je peux lui confier une chose gratuitement. Ça veut dire quoi? Je lui demande de me garder quelque chose et lui ne prend pas d'argent pour ça. Dans ce cas-là, on appelle ça en hébreu le shomer chinam. Dans ce cas-là, eh bien, si il arrive un dommage à la chose en question, qu'il est censé me garder, on le fait jurer que ce n'est pas lui qui a causé le dommage, et à ce moment-là, il est exempt de toute responsabilité. Il a gardé gratuitement, je ne vais pas en plus lui mettre sur la tête quelque chose qui a pu arriver à cette chose-là. Deuxième type de gardien, c'est ce qu'on appelle celui à qui je prête quelque chose. Qui me dit prête-moi, ok, je te prête. Quand je lui prête la chose, il est aussi gardien de quelque façon que ce soit de la chose. C'est en quelque sorte le dépositaire de la chose, puisque je lui ai prêté. Quand il n'est pas chez moi, il est chez lui. Et donc, dans le cas où il arrive un dommage à la chose que je lui ai prêtée, alors dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, que ce soit en cas de force majeure ou ce qu'on veut, eh bien, il doit payer, il doit rembourser la chose. C'est le deuxième type de gardien. Troisième type de gardien, c'est celui à qui je demande de me garder quelque chose, mais quand je lui demande de me garder la chose, eh bien, en même temps, je le rémunère pour ça. Lui, la Mishnah le fait rentrer dans le même type de responsabilité qu'une autre personne, et la seconde, c'est le locataire. Le locataire, qu'est-ce qui se passe? Il me paye pour garder une chose. C'est pas moi qui le paye pour me garder. C'est lui qui me paye pour garder. Quand je loue un appartement, c'est le locataire qui paye. Mais en même temps qu'il me paye, eh bien, il profite de la chose. Donc en fait, il ne me paye pas parce que je lui demande de garder. Il me paye parce qu'il va en l'utiliser, mais en même temps qu'il l'utilise, il le garde.
Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour les deux, aussi bien pour le locataire que pour celui à qui je paye pour me garder quelque chose, eh bien, lui, en cas de force majeure, il est exempt de toute responsabilité. Mais si ce n'est pas un cas de force majeure, comme par exemple, on lui a volé parce qu'il n'a pas été assez concentré sur la mission qu'il avait, ou tout simplement, on ne lui a pas volé, mais il l'a perdu, c'est sa faute à lui, alors dans ces deux cas-là, il payera. Sur ces choses-là que je viens de vous dire, je vais vous envoyer tout de suite, vous allez recevoir, eh bien, pour que vous puissiez avoir en tête ces différents cas, je vais vous envoyer tout de suite le récapitulé, d'accord, de ces 4 notions-là, que vous puissiez les avoir en tête. C'est important que vous les ayez en tête, comme ça, vous savez que pour la suite, eh bien, ils sont dans vos têtes. Je l'envoie tout de suite, vous allez les recevoir sur vos portables. Hop. Assurez-moi que vous avez bien reçu. Voilà. J'ai envoyé. Logiquement, vous avez reçu chacun sur votre portable. Je viens de l'envoyer. Les différentes conditions. Comme ça, vous les avez. Sur cette Mishnah-là, il y a une discussion au départ, au tout début de la Gemara, de savoir qui est l'auteur de cette Mishnah. Il y en a un qui dit c'est Rabbi Meir, il y en a un qui dit non, c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. Et après, on dit, mais de toutes les façons, qu'est-ce que ça change de savoir qui est l'auteur? C'est pas important. Alors, la Gemara, elle pose la question, elle dit, en fait, ce qui est important de savoir, c'est pas l'auteur, c'est de savoir qui a pensé qu'il fallait regrouper le cas du locataire avec le cas du gardien rémunéré. Pourquoi il faut les regrouper ensemble? Pourquoi tu les mets dans le même bateau, les deux? C'est-à-dire, Rabbi Meir, c'est lui qui les a mis dans le même bateau. La Gemara, elle pose la question, tu es sûr que c'est Rabbi Meir qui les met dans le même bateau? C'est bizarre, cette histoire. Moi, j'ai vu que Rabbi Meir, il considérait que le locataire, c'était comme le gardien gratuit. Parce que finalement, il paye, lui, pourquoi? Il paye pour utiliser. Mais il y a une annulation, si vous voulez. D'un côté, il paye, de l'autre côté, il utilise. Donc, les deux choses s'annulent. Il ne paye pas pour garder, il paye pour utiliser. Donc, les deux, ils s'annulent, et on reste avec une seule chose, c'est un gardien. Il garde, entre guillemets, le fait qu'il garde, c'est gratuit, mais le fait qu'il paye, c'est pour pouvoir utiliser. Donc, c'est comme un gardien gratuit. Et donc, là-bas, il y a une discussion entre Rabbi Meir, salut Pinchas, on résume en quelques lignes ce qu'on a déjà fait, et on va tout de suite revenir à la ligne 12. Eh bien, juste, voilà, ça s'annule, l'un et l'autre s'annulent, et finalement, on dit c'est Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. On dit ce qui est bizarre surtout, c'est de devoir considérer qu'on a ici 4 gardiens, mais 3 types de responsabilités. On te dit c'est exactement ça. C'est pas que tu as 3 gardiens et 2, ils ont la même deux, c'est les mêmes. C'est qu'en fait, il y a 4 gardiens et 3 types de responsabilités. Le premier gardien, c'est le gardien gratuit, et lui, quoi qu'il arrive, il n'est pas responsable s'il arrive quelque chose. Le second, c'est celui qui, comme on a dit, le deuxième, c'est celui qui emprunte, et celui qui emprunte, dans tous les cas, il est responsable. Et le troisième et le quatrième, c'est le locataire et le gardien rémunéré. Et eux, il n'y a qu'en cas de force majeure qu'on va leur mettre la responsabilité sur la tête. Celui qui emprunte, Pardon, celui qui emprunte, il a la responsabilité. Celui qui emprunte, il a une responsabilité la plus grande qui soit. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas le solliciter, c'est lui qui vient solliciter quelqu'un pour emprunter quelque chose. Donc quand tu viens solliciter, c'est normal que la responsabilité, elle est double. Non seulement tu as quelque chose si l'objet s'abîme, si tu empruntes quelque chose et l'objet s'abîme, ouais. Il s'abîme pas parce que lui, il a eu une responsabilité, c'est parce que l'objet était fragilisé quelque part avant. Il a été fragilisé pourquoi? Par la vétusteté? Ça veut dire par le fait que l'objet, il a vieilli, ou parce que tu t'en es mal occupé? Parce qu'il a été vieilli. Mais s'il a été vétuste, quoi qu'il arrive, quand on va estimer le remboursement de la chose, on va l'estimer moyennant la dépréciation de l'objet. On ne va pas dire il va lui rembourser comme la valeur initiale. On va regarder la valeur vénale de l'objet, la valeur du marché actuellement, et en fonction de cette valeur vénale, il va rembourser. Mais évidemment, mais il est quand même responsable de la chose. Quoi qu'il arrive. Ça tombe bien, puisque justement, la Gemara, elle est en train de... Rav David, 2 minutes. Si tu me prêtes ta voiture demain,
Ouais. une voiture avec 200 000 km, je te dis, s'il te plaît, Ouais. prête-moi là pour aller à l'aéroport. Exact. Tu me la prêtes, je vais rien qu'à l'aéroport chercher mes parents et entre-temps, le moteur casse. Exact. Je te l'ai D'après- pris il y a 10 minutes, tu Ouais. aurais fait le même trajet, tu aurais cassé toi-même le moteur. Donc, qu'est-ce que je fais? Ex- C'est moi qui fautif, donc c'est moi qui dois trop payer alors. Tout. Non, tu vas voir un expert et l'expert, il va estimer deux choses. Il va estimer déjà la valeur du véhicule et il va estimer est-ce que le véhicule il avait un problème avant que tu l'utilises ou c'est toi, par ta mauvaise conduite, qui a peut-être enrayé l'embrayage, je sais pas, plein de choses qui peuvent arriver, ou la boîte de vitesse, tu l'as pété. Et à Rien ce du tout, moment-là, c'est le c'est ta moteur. faute. C'est le moteur qui a cassé parce que Mais tu as ça, 200 c'est 000 pas, km. mais ça, c'est pas Donc, toi. alors- Mais je suis d'accord, Petra, mais ça, c'est pas toi qui le sais. Toi, tu es concerné par la chose. Donc, évidemment, tu vas dire, c'est pas moi, c'est la voiture qui était mauvaise. L'autre, il va dire, mais la voiture, elle était nickel, je l'utilise tous les jours. Comme par hasard. Donc, je dois lui payer la voiture. Donc, je dois lui payer la voiture. Tu ne payes pas la voiture, il y a un expert qui va intervenir. Et si l'expert, il dit qu'effectivement, c'est de ta faute à toi, alors à ce moment-là, tu vas lui payer. Si l'expert, il dit, ce n'est pas de ta faute, ça veut dire quoi, c'est pas de ta faute? Ça veut dire que la voiture, quand il te l'a prêtée, elle était déjà problématique. À ce moment-là, tu ne vas pas lui payer. Ou tu vas lui payer que la valeur, d'accord, du véhicule si tu ne l'avais pas touché. Tu comprends? Ça veut dire la valeur du véhicule déjà abîmé, combien ça vaut? Le Mais là, la véhicule. voiture, le véhicule n'avait aucun problème. Tu roulais avec lui tous les jours. Je te le demande de me le Exactement. prêter. Tu me le prêtes 5 Voilà. minutes. Je fais un trajet de 10 minutes. Je casse le Exact. moteur. Bon, Exact. j'ai cassé le moteur. Ça aurait pu t'arriver parce que si tu l'aurais gardé 10 minutes de plus, tu l'aurais cassé toi-même. Donc, à ce Manque de moment-là, bol, laisse tomber c'est l'expert, arrivé c'est une chez vieille toi. voiture. Donc, Arrivé je te chez paye la toi. voiture alors. Alors, la Exactement. responsabilité est à moi parce que je t'ai pris Elle la est chez voiture. toi. Exactement, la Bon, responsabilité, elle est ok, sur très toi. bien. Très bien. Mais après, tu peux avoir un différent entre les deux. Tu vas faire intervenir un expert. L'expert, il va dire, Je fais où pas était le problème du d'expert, c'est une véhicule. vieille voiture. C'est une vieille voiture, je fais pas d'expert, il n'y a pas d'expert. Il n'y a pas T'es d'assurance, responsable. je suis au tiers. Je suis Pas au de tiers. problème. T'es responsable. Alors, je suis D'après la Torah, t'es responsable. responsable. T'es responsable. Ok, merci. Alors, et donc la Gemara se pose la question sur l'histoire de la responsabilité, parce que vous voyez très bien que tout se joue sur la force majeure. Qu'est-ce qu'on appelle la force majeure? Parce que la force majeure, ça peut être toutes sortes de choses. Imaginez le cas, d'accord, d'un berger qui va faire trouper, il va faire promener un troupeau. Il amène le troupeau et le troupeau le suit, etc. Et quand le troupeau le suit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une bête qui tombe à l'intérieur de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? C'est la responsabilité de qui si la bête elle est tombée à l'intérieur de l'eau? Alors on va dire, c'est pas de sa faute. Il n'est pas responsable. C'est juste que la bête elle est tombée dans l'eau. On dit oui, il avait qu'à pas l'amener à côté de l'eau. Mais tout le monde amène les bergers, ils amènent les bêtes à côté de l'eau. Donc tu ne peux pas lui mettre qu'il est responsable. Il a fait quelque chose qui est normal. Il a conduit normalement. Et là ici, il a conduit les bêtes normalement. Elle est tombée, elle est tombée. C'est pas de sa faute. Il n'aurait pas pu être plus vigilant que ça. Alors Rabat il pose la question à Abaye, il lui dit, Abaye pose la question à Rabat, il lui dit mais dis-moi, c'est une folie ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que en fait, quand on se comporte normalement, s'il arrive quelque chose, on n'est pas responsable. Il lui dit oui. Il lui dit attends, ça veut dire que si le berger il s'est endormi et que les bêtes, il y en a une qui est partie, il n'est pas responsable? Il lui dit oui. Il lui dit comment il n'est pas responsable? Il dit il n'est pas responsable parce que s'il s'endort, c'est normal que les bergers ils s'endorment à un moment de la journée avec la chaleur qui tape sur eux et donc on ne peut pas leur mettre pour responsable. Il lui dit mais c'est une folie ce que tu dis. Il dit alors je vais te dire même mieux. Si tu t'en vas un moment et que tu laisses les bêtes, il y avait des moments où les bergers laissaient les bêtes pendant un petit moment. Ils allaient en ville faire mincha et ils revenaient s'occuper des bêtes. Il lui dit, mais attends, tu vas me dire qu'il est responsable, il n'est pas responsable? Non, il n'est pas responsable. Et comment il n'est pas responsable? Ben, il a fait comme tout le monde. Donc, puisqu'il a fait comme tout le monde, c'est normal, c'était habituel qu'on laisse un moment la voiture. C'est comme si tu me dis, j'ai garé la voiture dans un endroit qui est très bien, je suis parti faire mincha, je reviens, la voiture, elle est cassée. Je suis responsable que la voiture, elle est cassée. Elle est garée dans une bonne place, il n'y a aucun problème, il y a un type qui vient, il l'a matraqué. Elle est dans le 16e à Paris, il peut rien arriver à la base. C'est pas possible. C'est responsable. Alors, d'après Abaye, Rabat, il discute. Abaye, il dit bien sûr qu'il est responsable. Parce que quand on lui confie quelque chose, il doit garder la chose et il la lâche pas. Même pas de garer. Il la garde dans un parking privé. Pas dans un parking public, en pleine rue. Et si déjà, Rabat, il dit non, il n'est pas responsable. Alors, Rabat, il dit à Abaye, dis-moi, je veux comprendre c'est quoi le sens des responsabilités d'après toi. Explique-moi c'est quoi la force majeure. Il lui dit, je vais t'expliquer. Très simple. Job, il avait des enfants. Ces enfants, ils s'occupaient des bêtes. Un jour, il y en a un qui est venu, il a pris les bêtes, il les a tuées. D'accord? Il a pris les bêtes, il les a tuées? Oui. Alors, puisqu'il les a tuées, les bêtes, sache que dans ce cas-là, ils ne sont pas responsables. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tué les bêtes, il les a tués eux. Ça veut dire qu'ils sont allés. Le type, il est venu. Eux, ils se sont dressés devant le type, ils lui ont dit, tu touches pas nos bêtes. Il dit, ah ouais, ok, pas de problème. Il les a tués. Dans ce cas-là, on peut considérer que c'est la force majeure. Ça veut dire que d'après Abaye,
C'est quoi la force majeure? C'est quand tu te dresses devant la personne et tu dis tu touches pas à mes bêtes. Quitte à ce qu'on vienne et qu'on te poignarde, qu'on te tue. Rabat, il dit c'est exagéré. Pour toi, c'est ça la responsabilité? Il dit oui, c'est ça la responsabilité. Il dit mais là-bas, on a dit le gardien rémunéré. Quand on parle de force majeure, où on exempt le gardien rémunéré dans le cas d'une force majeure, on a dit qu'il se fait payer. On n'a pas parlé de professionnel. Il dit non. Quand on te dit gardien rémunéré, on n'est pas en train de parler d'un monsieur à qui tu verses un petit billet comme ça et tu lui dis tiens, garde-moi la chose. On fait appel à des professionnels. Comme on a donné l'exemple d'un type qui garde une synagogue, par exemple. Si c'est un petit jeune qui garde la synagogue, ou si c'est un service de sécurité, Securitas qui garde la synagogue, c'est pas la même chose. La responsabilité, elle incombe à Securitas, à part si on vient et qu'on le tue. Parce que ça veut dire qu'il sera dressé devant la chose. Mais si c'est un petit jeune et par inadvertance, il se passe quelque chose ras de shalom, on ne peut pas lui en vouloir de la même façon. Même si tu lui as versé un petit billet, parce que c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est un professionnel, et l'autre, c'est pas un professionnel. Et donc, nous dit Abaye, ce qu'on parle, la force majeure qui exempt le gardien qui se fait rémunérer, c'est dans le cadre où on parle d'un gardien rémunéré qui fait quoi? Le gardien, il est payé, certes, mais il est payé pour son professionnalisme. Donc, c'est pas juste quelqu'un que tu payes à qui tu verses un petit billet. Et tu veux savoir c'est quoi, il continue jusqu'à plus loin, tu veux savoir c'est quoi la vraie responsabilité? La vraie responsabilité, c'est le cas où, pour comprendre comment Jacob il s'est comporté quand il était au service de Lavan. C'est marqué qu'Jacob, la journée, le soleil il tapait, et la nuit, il mangeait de la glace. Ça veut dire quoi, il mangeait de la glace? Ça veut dire qu'il ne dormait pas. Il restait tout le temps réveillé, au point de pouvoir s'assurer qu'il n'arrivait rien aux bêtes. Alors Abaye, il dit c'est ça la vraie responsabilité. Quand tu es responsable de quelque chose, tu ne la lâches pas d'un iota, même la nuit, tu la surveilles, tu la mets sous ton oreiller, tu la mets sous ton coussin, ou sinon tu restes réveillé et tu la surveilles. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie responsabilité. Alors, je vous ai fait à l'oral tout le début de la Sougia, tout le début de cette dynamique, et on va reprendre ensemble à la ligne 19, Eitivé. Vous voyez le Eitivé? Tout le monde là? Ligne 19, Roé. D'accord? Très, très bien. Alors on y va. Eitivé, on a posé la question dans la Braïta. Roé, un berger, Shaya Roé, qui faisait paître un troupeau en dehors de la ville. Veini Achedro, ou Balaïr. Il a laissé le troupeau, il est rentré dans la ville. Bazéev, donc il allait faire mincha. Bazéev, c'est venu un loup. Vetaraf, évidemment, il a tapé dans les bêtes. Ou Ba, Hari, Vedaras. Et juste après le loup, c'est la poisse totale, c'est un lion qui est venu et qui a aussi tapé dans les bêtes. En Omrim, est-ce qu'on va aller dire qu'il est responsable? Franchement, il est responsable. Bien réfléchi. Il ou Ayacham, s'il était là-bas, tu crois qu'il aurait fait quoi? Qu'il se serait battu avec le loup? S'il était là-bas, tu crois qu'il aurait commencé, comme le roi David, à se battre avec le lion? Le roi David, il se bat avec un lion. Mais tu crois franchement qu'une personne normale qui est berger, qui a des bêtes, il va s'amuser à se battre avec un lion pour protéger les bêtes? Préfère s'en aller et rembourser les bêtes que prendre le risque de commencer à se battre avec le loup ou avec le lion. Donc tu vas dire qu'il est responsable. Il n'est pas responsable. Il ne peut rien faire quand c'est un loup qui vient, hein, ou quand c'est un berger qui vient. Quand c'est un gang armé qui vient, tu vas lui dire quoi? Même Securitas, ça peut être le pro des pros. Ils arrivent armés jusqu'aux dents avec des kalachnikovs. Ils commencent à vouloir se prendre en service de sécurité. Tu vas te dire quoi? Les types de la brique, tiens, c'est l'exemple qu'on a donné. Ils vont faire quoi? Tu crois qu'ils vont leur dire allez, venez, on se bat pour l'argent, jamais de la vie. Laisse-moi tranquille, moi j'ai une famille, je tiens à ma vie. Tiens, fais ce que tu veux. C'est le même cas qu'avec les loups et qu'avec le Hari, avec le lion. On va pas commencer à rentrer dans ça. Alors en fait, il dit, et là on me dit, en fait, on va juger. Tu ne veux pas dire qu'il est responsable, mais d'un autre côté, tu vas devoir apprécier la situation. Comment tu apprécies la situation? Tu regardes, nous sommes ligne 21. Si la situation qui s'est produite, c'était une situation dans laquelle il pouvait concrètement protéger les bêtes, alors là, effectivement, Chayav, il est Chayav. Et c'est pour ça que Pinchas, je te parlais tout à l'heure de l'expert. Homme dit noto, ça veut dire on va juger la situation. Qu'est-ce qui va juger? C'est pas toi, c'est pas moi. Parce que moi, je suis propriétaire et toi, tu es le berger. Toi, c'est ta bagnole et moi, c'est moi qui te l'ai prise. Donc toi et moi, on n'est pas légitimes pour pouvoir juger l'affaire.
Homme dit moto, ça veut dire on va confier ça à un expert. Et l'expert, il va juger est-ce que franchement je pouvais faire quelque chose quand il s'est passé la chose qui s'est passée. Est-ce que je suis responsable ou est-ce que je ne suis pas responsable? Si je pouvais faire quelque chose et que je ne l'ai pas fait, khayab, je suis condamnable à te rembourser. Bimla, pas tout. Et si je ne pouvais rien faire, alors à ce moment-là, on dit pas tout, il est exempté. La Gemara, elle pose la question et elle dit Maïlav, ligne 22. La Gemara pose la question et dit attends, de quel cas on est en train de parler ici? Des Albeidna, des Aïléinché. On parle d'un cas où le berger il est rentré dans la ville au moment où tout le monde s'apprête à rentrer dans la ville. Si vraiment c'est de ce cas-là qu'on est en train de parler, la responsabilité, quoi qu'il arrive, elle incombe au berger. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de parler du mec de la Brinks qui est dans son camion en train de surveiller le camion. Là, évidemment qu'on va juger l'affaire. Là, on est en train de parler du type, il est parti, il allait acheter à la panière, il est non-juif, il allait acheter un petit croissant, il allait acheter un sandwich à la panière, et il a laissé le camion de la Brinks qui est chargé au max. Il sort de la banque, il s'arrête 200 mètres après la banque, c'est-à-dire que tout le monde l'a vu, il a garé le camion en warning, il est parti acheter à la panière un petit sandwich. Et c'est marqué en grand, Brinks, ne pas rentrer, un camion chargé à max, il y a toute la recette d'une semaine de la banque. On est en train de parler d'un cas comme ça. Donc dans un cas comme ça, tu vas dire quoi? Tu vas dire que le type, il est pas responsable. Évidemment qu'il est responsable. Fais venir l'expert que tu veux. À partir du moment où il a laissé le camion de la Brinks seul, il est responsable. Et c'est le cas qui se pacifie que la Gemara, elle parle. Elle parle du berger. Il est parti au moment où tout le monde part. Mais alors, c'est pas grave. Il était midi. Tout le monde part manger à midi. Et alors, c'est parce qu'il est midi que tu dois laisser le camion qui est rempli. Ça n'a rien à voir. Tu dois avoir quand même une certaine dose de conscience dans ce que tu es en train de faire dans tes actions. La Gemara, elle dit là, non, on n'est pas en train de parler de ce cas-là. On parle d'un cas où le type, il est sorti à un moment où les gens ne sortent pas. Ça veut dire quoi? On est en train de dire, si c'est dans un cas, effectivement, où les gens ont l'habitude, effectivement, de ne pas sortir, ça veut dire qu'il n'y a personne dans la rue. Et comme il n'y a personne dans la rue, personne ne se doute qu'il a laissé ça. S'il arrive quelque chose, alors là, tu peux lui en vouloir. Mais s'il le fait au moment où tout le monde est dehors, au moment où tout le monde est là, et c'est à ce moment-là qu'il profite de partir et tout le monde voit ce qui se passe, là, il a une forme de responsabilité. Parce qu'il n'a pas été assez conscient dans la chose qui s'est passée. Alors la Gemara, elle pose la question. Elle dit, Iari, si c'est ainsi, on est ligne 25. Iari, si c'est ainsi, Amaï Patour. Si c'est ainsi que tu parles d'un cas où le berger, il a laissé le troupeau à un moment où les gens ne sont pas dehors. C'est-à-dire que c'est un moment inhabituel. Amaï Patour. Comment tu peux l'exempter? Tu ne veux pas l'exempter. Parce que, quel que soit le cas de figure, s'il laisse, d'accord, les bêtes, que ce soit dans un moment où il n'y a personne, dans un moment où il y a des gens, il est fautif. Pourquoi? Parce que si le camion de la Brinks, tu le laisses à midi et que les rues, elles sont bondées, tu es responsable de quoi? Du fait que les gens, ils ont certainement vu ce que tu as dedans dans le chargement. D'un autre côté, si tu laisses le camion au moment où les gens, ils sortent pas, la nuit, en pleine nuit, encore pire. Pourquoi? Parce que les voleurs, s'ils veulent cambrioler quelque chose, c'est la nuit qu'ils agissent. Parce qu'ils savent très bien que c'est le moment où personne va les voir et qu'ils pourront faire la chose beaucoup plus discrètement. Donc, si tu vois un camion de la Brinks qui est garé en bas de chez toi, en pleine nuit, tu te poses des questions. Tu te dis, attends, mais là, quand même, si je le fais, il n'y a personne qui va me voir faire. Donc, dans les deux cas, finalement, il est responsable de ce qui se passe. Que ce soit dans le cas où c'est lui qui est sorti au moment où tout le monde sort, ou que ce soit dans le moment, que ce soit s'il est en train de sortir au moment où il n'y a personne dans la rue. Dans les deux cas, il est responsable. Trilato Bibshia, mais sauf au Beones Rayab. Dans tous les cas, au début, il a commis une erreur. Certes, c'est d'avoir laissé le camion, quelle que soit la configuration. Mais sauf au Beones. Et à la fin, peut-être qu'ils sont venus le cambrioler, le camion, et que là, c'est un cas de force majeure, qui ne pouvait rien faire. Mais ça n'empêche, il devait être beaucoup plus vigilant. Et tu ne peux pas te dire, parce qu'à la fin, un type, il se fait attaquer. Ok? Puisqu'il s'est fait attaquer et qu'il n'avait pas la possibilité de lutter contre eux, qu'il n'est pas responsable. Parce que ce qu'il faut apprécier, ce n'est pas juste la fin. Ce qu'il faut apprécier, c'est ce qui s'est passé au début. Ça veut dire que si tu es en pleine journée ou que tu es en pleine nuit et que tu permets aux gens de retracer la trace du chemin que tu as fait
jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit où tu es censé arriver, tu es responsable. Parce que c'était à toi de faire en sorte de te prémunir contre ce risque-là. Soit si tu sors du camion, il y en a un autre qui reste dans le camion. Soit si tu prends un chemin, tu ne prends pas un chemin où il y a une tendance à ce que tu ne croises personne et qu'on peut te tendre un piège. Mais tu es responsable. Tu ne peux pas dire puisqu'à la fin ils sont venus me cambrioler et je ne suis pas responsable. Il fallait depuis la base savoir est-ce que tu étais en faute ou est-ce que tu n'étais pas en faute. Ça va pour tout le monde? Ouais, très bien. Rabat, il a répondu, il dit attends, on va recadrer les choses. En vérité, il faut savoir de quel cas on est en train de parler. On revient au cas du berger, parce qu'on va parler du lion. Il dit, ligne 27, Shama Kalarié Ve'al. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que il a laissé le camion avec inadvertance. C'est qu'en fait, il a entendu, il est rentré dans la ville. Pourquoi il est rentré dans la ville? Parce que justement, il a vu le lion qui était en train d'arriver. Donc il a couru pour aller justement s'enfuir. Parce il avait peur de se faire attaquer. C'est légitime. Vous voyez quelqu'un qui arrive avec un Kalachnikov, il tire dans le tas, vous n'allez pas dans un endroit où vous êtes encore plus vulnérable. Vous allez dans un endroit où il y a du monde en espérant qu'il y en ait un, surtout aux États-Unis où ils sont tous armés, en espérant qu'il y en a un qui ait une arme sur lui ou en Israël et qui prenne la défense. Donc vous courez vers un endroit. Donc quand il est rentré dans la ville, c'est pas qu'il est rentré dans la ville pour aller laisser le troupeau, c'est qu'il est rentré dans la ville parce qu'il a entendu qu'il y avait un lion qui était en train d'arriver et il s'est dit sauf qu'il peut, je rentre dans la ville pour me protéger. Vous comprenez? Ça, c'est la réponse que Rabaï fait. Rabaï pose la question, il lui dit Iachi. Alors si c'est ainsi, d'accord, ligne 28, homme dinoto, quand tu es en train de dire qu'on va juger, est-ce que finalement il pouvait se sauver, il pouvait sauver le troupeau ou il pouvait pas sauver le troupeau? Maïavé qu'est-ce qu'il pouvait faire? Au moment où il a entendu, évidemment, le lion, il ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce qu'il s'est enfui. Et puisqu'il s'est enfui, il avait entendu arriver, il ne s'est pas enfui pour se prémunir contre la responsabilité qu'il a des bêtes. Il s'est enfui parce qu'il a entendu le lion arriver. Et donc, il n'y a rien à juger. Tu étais en train de me dire tout à l'heure, on va regarder, on va juger, est-ce qu'il est en mesure de se défendre ou pas en mesure de se défendre. Ça veut dire quoi commencer à se défendre contre un lion? Tu ne vas pas te défendre contre un lion. Tu peux en vouloir à quelqu'un. Hein. Tu peux exiger de quelqu'un de regarder et de mesurer est-ce qu'il est responsable quand un lion vient l'attaquer. C'est de la vie. Tu ne peux pas commencer à rentrer dans cette histoire-là. Dans tous les cas, s'il y a un lion qui arrive, tu dois l'exemple de la responsabilité. Tu ne peux pas commencer à mesurer. Tu ne peux pas intervenir un expert dans un cas comme ça. Tu as compris? Le type, il a une bagnole qui a 200 000 km. Il passe dans une rue, ok, où la pente, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu lui veux? 200 000 km, ça dépend de la voiture. Mais si la voiture, déjà, elle a du mal, si tu vas dans une rue comme ça, ça ne sert à rien. Le type, il a les qu'à faire le tour. Mais si déjà, il rentre dans une rue comme ça, c'est sûr qu'il est responsable. Ça veut dire quoi? Tu commences à juger. Tu n'as pas à juger. Rabat, il répond, il dit, si, responsable. Ah bon, comment il est responsable? Ayalo, les kadem béré, mauvais maclot. Tu sais ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû venir avec un bâton et tabasser le lion. Ça veut dire, entre guillemets, il y a la dissuasion. Toi, t'es de la brince. Si tu te balades sans gilet pare-balles, si tu te balades sans armes, si tu te balades, tu n'as pas de formation pour pouvoir lutter contre ce qui se passe, alors oui, tu es responsable. Parce que logiquement, il faut savoir que quand un type il vient pour voler quelque chose, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est quoi? C'est justement d'apprécier est-ce que la personne qui est en face de lui, elle est en mesure de pouvoir se défendre ou pas. Si moi j'ai une arme sur moi et que je veux m'attaquer à quelqu'un, la première des choses que je fais, c'est est-ce que la personne en question, elle est armée? Si elle est armée, ça va déjà me dissuader de l'attaquer. Et c'est ce qu'il dit Rabat. Rabat, il dit, attends, peut-être que lui, à la base, s'il n'a rien, il est responsable. Il n'est pas responsable parce qu'il n'a rien. Mais d'un autre côté, si c'est un professionnel, il doit avoir le gilet pare-balles, il doit avoir l'arme, il doit avoir tout pour pouvoir se défendre. Parce que ça, en soi, ce n'est pas juste une défense pour lui. C'est aussi un moyen de dissuasion que quelqu'un y vienne et qu'il fasse du mal. Et donc, dans le cadre du berger, s'il y a un lion qui arrive, il ne peut pas rester sans rien. Il doit toujours avoir un bâton à côté de lui. Ils doivent toujours être plusieurs, au cas où ils ont la possibilité d'empêcher justement que quelqu'un y vienne et qu'il s'attaque à eux. Je vous donne, on parle de dissuasion, j'aimerais vous raconter une petite histoire qu'on m'a racontée il y a quelques temps.
il y a quelques temps, c'est un commissaire de police qui m'a raconté cette histoire. Il était en service à Annemasse des années, et avant ça, il était dans la région de Lyon, en service. Il m'a raconté une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Il y a un type qui franchit la frontière Syrie, Iran et qu'atterrit en France. Il arrive en France, tout de suite, Interpol, ils ont sa trace. Ils savent qui il est. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne l'arrêtent pas de suite. Ils disent, on préfère le pister pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Donc ils le pistent, ils mettent des gens bien discrets qui sont en train de regarder ce qu'il est en train de faire. Ils disent, on va voir où il va. Ce type-là, il arrive avec son passeport et il change de passeport, il rencontre un certain nombre de personnes très intéressantes. Et il fait le tour de certains endroits en France. Il arrive à Paris et il reste à Paris 3 semaines. Ensuite, après Paris, il va à Lyon et il reste 1 jour. Et il repart à Paris. Au bout du compte, après l'avoir pisté un certain temps, il arrête. Interpol l'arrête, évidemment, interrogatoire. C'était un type qui était venu, il interroge, il était venu perpétrer des attentats en France. Il lui dit, on veut comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi tu es resté 1 jour à Lyon? Et pourquoi tu es resté 3 semaines à Paris et après tu es reparti à Paris? On veut comprendre l'histoire de ton truc. Quand il a commencé à avouer, il a tout déballé, il dit, c'est très simple. Nous, on a la formation qu'on a en Iran, d'accord? Donc en fait, ils font Iran, Syrie, Turquie, ils rentrent en Europe. C'est comme ça qu'il a fait. La formation qu'on a, c'est avant de s'attaquer à un endroit, on doit évidemment vérifier. Vérifier, pas simplement l'endroit où on va s'attaquer, mais moi, je suis là pour choisir la cible. Et comment je choisis la cible? Je regarde, est-ce que la cible elle est vulnérable ou pas? Plus la cible elle est vulnérable, plus c'est intéressant de mener une attaque contre cette chose-là. On s'attaque à une cause, mais si on cible quelque chose, on regarde la cible la plus vulnérable. Si c'est très difficile d'attaquer la chose, alors à ce moment-là, on préfère attaquer un autre site qui est beaucoup plus vulnérable. Il dit, c'est très simple. Quand je suis arrivé à Lyon, je suis resté 1 jour, j'ai fait le tour de toutes les synagogues et je me suis rendu compte qu'il y avait une sécurité renforcée dans toutes les synagogues. C'est une histoire qui date de 2015. J'ai fait le tour de toutes les synagogues, j'ai vu qu'elles étaient renforcées. J'ai dit, pourquoi on va se galérer à s'en prendre à cette cible-là, sachant pertinemment que ça va être une galère et qu'il y a une probabilité très élevée qu'on finisse par ne pas réussir l'attaque. Il a dit, je suis allé à Paris et je suis resté 3 semaines. Pourquoi? Pas parce que c'était difficile de perpétrer l'attaque. Il dit parce que c'était tellement facile, le nombre de sites était tellement important que je suis resté 3 semaines pour décider quel était le site le plus vulnérable qui ferait le plus de bruit qu'on allait attaquer. Et au Hachem, ils l'ont arrêté. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire, pour illustrer un peu les propos de la Gemara ici, que plus la cible elle est vulnérable, plus on a une responsabilité dans l'attaque. Et donc, notre rôle, comme le rôle du berger ici, comme le rôle du conducteur de la Brinks, c'est justement d'avoir sur soi des moyens de dissuasion qui vont empêcher que quelqu'un il attaque. Et si quelqu'un vient t'attaquer, alors tu t'en prends pas. Même pour le lion. Si le lion il voit plusieurs personnes et qu'il voit justement que les gens ils sont avec des bâtons, etc., le lion, il voit aussi, il ne va pas chercher à s'en prendre à une proie juste comme ça. Il va chercher à s'en prendre à une proie s'il voit que la proie elle est vulnérable. Sinon, il ne va pas chercher. D'accord? Ça, c'est pour illustrer ce que la Gemara dit. Iachi, on continue ce que la Gemara elle dit. On est ligne 30. Je descends, ça vous voyez. Iachi, si c'est ainsi, Maï Iria. Pourquoi la Braïta, elle parle d'Ashomer Sachar? Pourquoi la Braïta ici, elle est en train de dire que exempt de toute responsabilité uniquement celui qui est un professionnel? On dit Shomer Chinam.
Nami, même le shomer chinam, même celui qui garde gratuitement, il a la possibilité de pouvoir anticiper. C'est pas parce que la personne, c'est un professionnel, ou que la personne, c'est un petit jeune du SPCJ, que pour autant, tu ne dois pas lui donner les moyens de se défendre. Parce que si tu parles de dissuasion, aux deux, tu dois leur donner les moyens. Donc, ici, en fait, la Gemara est en train de dire, cette histoire que tu es en train de me raconter d'avoir un moyen de dissuasion, c'est pas simplement lié à un type qui est payé, à un professionnel. C'est même lié à un petit jeune. Peut-être même encore plus à un petit jeune. Donc, pourquoi la Gemara, elle dit, non, ça, c'est le cas de celui qui est rémunéré, qui est un professionnel. Même un petit jeune, c'est la même chose. Des Amarmar, des Amar ou des Amar, parce que voilà, c'est toi-même qui as dit, il lui dit à Baya Rabba, Shomer Chinam, Shayalo le Kedem, de Remi Maklot, que même un gardien gratuit qui aurait pu anticiper et venir avec un bâton pour ne pas, évidemment, se faire attraper, alors, Velo Kidem, et il ne l'a pas fait, Chayav, il est responsable. Donc toi, t'es service de SPCJ, t'es un petit jeune, t'es censé protéger la synagogue. Et t'es peut-être pas rémunéré. Peut-être que la synagogue, il te donne des avantages. Il te donne un petit billet par-ci par-là. Parce qu'il voit que t'es un bénévole, mais il voit comment tu t'investis. Est-ce que pour autant, ils vont dire comme t'es un petit jeune, alors à ce moment-là, ils vont pas t'armer? Bien sûr qu'ils vont t'armer. Ils doivent te donner les moyens de te défendre. Encore plus. Donc que ce soit dans le cadre, d'accord, d'une personne qui est un gardien qui n'est pas professionnel, ou dans le cas d'une personne qui est un professionnel, même le gardien qui n'est pas professionnel, il doit avoir sur soi les moyens de pouvoir se défendre. Et donc, c'est exactement le même cas pour l'un comme pour l'autre. Rabat y répond. Ligne 33. Shomer Chinam, en vérité, quelle est la différence entre le gardien gratuit et le gardien qui est payant, qui se fait payer le professionnel? C'est que le Shomer Chinam, le gardien gratuit, lui, effectivement, il doit se prémunir contre une éventuelle attaque, mais à condition que les moyens qu'il va employer pour pouvoir se prémunir, ils soient gratuits pour lui. Ça veut dire que tu ne peux pas aller demander à un petit jeune du SPCJ d'acheter à ses frais à lui l'armure, le gilet pare-balles et l'arme de poing ou la matraque pour pouvoir se défendre. Lui, sa responsabilité, elle est certes engagée parce qu'il doit se prémunir contre une éventuelle attaque, mais à condition que les moyens de dissuasion lui soient fournis par quelqu'un d'autre. Parce que lui, ce qu'on lui demande dans sa responsabilité, c'est oui, tu dois te prémunir, à condition que ce soit gratuit pour toi. À la différence du shomer sachar, à la différence de celui qui va, devoir payer, qui va être payé un professionnel, lui, comme il est payé, alors, il doit être en mesure d'investir de l'argent pour pouvoir avoir son propre matériel. Voilà où est le cadre de différence, de responsabilité entre le professionnel et l'amateur, dans le terme de la sécurité. L'amateur, il doit se prémunir, mais si c'est gratuit pour lui. Le professionnel, il doit se prémunir, même si c'est payant. Tu reçois un salaire, tu payes et t'investis. Vous allez tout de suite me dire une question évidente. Veat Kama, et jusqu'à combien il doit investir? Parce que imagine le type, il a un salaire, d'accord, Securitas, il gagne un SMIC. Ok? Très bien. Le type, il va aller, il va acheter un gilet pare-balles, il va acheter une arme, il va acheter une tenue, etc. Ça va lui coûter son salaire. On dit, mais attends, il faut bien relativiser la chose. Parce que peut-être que tu peux exiger de quelqu'un dont c'est le métier d'investir de l'argent pour pouvoir se sécuriser. Mais cela n'empêche, il faut fixer une limite. Jusqu'à combien il doit investir pour pouvoir assurer la sécurité de la chose qu'il est en train de garder. Adkédé de Mehen. Jusqu'à la valeur totale de la chose qu'il est en train de garder. C'est ça que tu vas estimer. C'est une folie. Maintenant que tu l'as rendu chayav, responsable de rembourser de ses propres moyens, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, attends. Si tu es en train de me dire que je suis responsable, je suis camionneur de la Brinks, je
je suis responsable d'investir des sommes pour garder la chose à hauteur de la cargaison que j'ai. Alors, à quoi ça sert de garder la chose? Ça ne sert à rien de garder la chose, puisque quoi qu'il arrive, soit je garde la chose comme il faut, mais j'ai payé la valeur de ce que j'ai dans ma cargaison, soit j'investis rien du tout, et au pire, qu'est-ce qui se passe si on me vole la cargaison? Je dois rembourser la valeur de la cargaison. Dans les deux cas, j'aurais investi la même somme. Soit je l'aurais investi en matériel militaire, soit je l'aurais investi pour rembourser, pour la même somme, la valeur de ma cargaison. Vous comprenez la question qu'on est en train de poser? Michel, tu comprends? La question? Vous comprenez la question? Alors à quoi ça sert? Jusqu'où tu fixes ta responsabilité? Ça ne marche pas. Je descends. Nous sommes ligne 36. Des Hadar Shakel Dmeen mi Balabaït. En vérité, ce qu'on est en train de dire ici, c'est ligne 35. C'est pas que il doit lui investir la somme pour protéger la cargaison. Non. Il doit investir la somme pour protéger la cargaison et après, il se fait rembourser par le propriétaire des bêtes pour la somme qu'il a investie. Ça veut dire que Securitas, si moi on me demande de transporter une chose de valeur, je vais certes investir une certaine somme pour pouvoir me protéger, mais il y a deux solutions. Soit la somme que j'investis pour la protection de la cargaison, je la facture au propriétaire de ce que j'ai protégé, parce que mine de rien, c'est pour lui que je l'ai fait. Soit, deuxième solution, comme ils font les sociétés de transporteurs aujourd'hui, eh bien, ils facturent quelque chose en plus, d'accord, pour le service supplémentaire de la protection de la marchandise. Dans les cas des assurances, vous voyez très bien qu'en fonction de la garantie de la somme que vous assurez, vous payez une somme supplémentaire. Dans une assurance habitation, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez bien que vous pouvez assurer un capital de 30 000, de 40 000, de 50 000, de 60 000. Et plus le capital qui est assuré, il est supérieur, plus vous payez. Pourquoi vous payez plus? Parce que vous n'êtes pas juste en train de payer le fait qu'on va vous les garder. Vous êtes en train de payer le fait que puisque, effectivement, la garantie, elle est sur une somme qui est supérieure, en particulier dans le cas d'objets de valeur, alors automatiquement, la charge que vous devez avoir pour la protection de la chose, elle va être encore plus élevée. Donc, vous payez pour cette chose-là. C'est légitime. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Très, très bien. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et vous avez bien compris que j'essaye, la Gemara, elle ne parle pas de Brinks et elle ne parle pas de SPCJ, mais j'essaye, sur chaque notion que la Gemara, elle donne, de l'illustrer sous une forme qui est pratique et qui est cohérente aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas, quand on apprend la Gemara, on est en train de parler ici, par exemple, de bétail et de bêtes et de propriétaires de bêtes. C'est vrai qu'on a tendance à ne pas comprendre, ne pas percevoir en quoi cela nous concerne directement. Alors, j'essaye de reprendre à chaque fois les notions, peut-être les voir moins dans les mots, mais en tout cas, vous les retraduire sous forme de cas concrets qui peuvent arriver à tout à chacun aujourd'hui dans la vie de tous les jours. D'accord? Ok. Donc, on continue et on avance. Amar les Rav Papa les Abaye. Il a dit, Rav Papa, ligne 36 à Abaye. Iachi, si c'est ainsi que finalement, le propriétaire il va devoir rembourser au gardien la valeur qu'il a investie pour protéger, Maya Ané Lemine, à quoi ça sert au propriétaire de la bête d'investir des sommes comme ça? Si finalement, moi le propriétaire, je dois payer pour protéger ma cargaison une somme qui a la même valeur que ma cargaison, à quoi ça sert de la protéger, la cargaison? Finalement, au bout du compte, j'aurais payé double ma cargaison, qui vaut 200 000 francs, et le moyen de protection de ma cargaison où on m'impose qu'il soit de la même valeur que ma cargaison. Donc 200 000 francs supplémentaires. Protection 200 000 francs. Cargaison 200 000 francs, 400 000 francs. À quoi ça sert? Autant ne pas faire protéger du tout. Et au pire, je perds quoi? Je perds les 200 000 francs. Parce que là, tu me demandes de protéger ou de rembourser la société de gardiennage d'une valeur équivalente à ma cargaison, 200 000 francs. Donc ça fait que je paye double. Quel intérêt j'ai, moi, à protéger ma cargaison qui vaut exactement la même valeur que le moyen de protection?
Ça ne m'intéresse pas. La Gemara, elle dit, c'est très simple. Naf Kamina, ligne 38. En vérité, il y a quand même un intérêt à protéger à hauteur de 200 000 francs une cargaison qui vaut 200 000 francs. C'est quoi? Les Kushra des Cheveta. En vérité, là, on parle de bêtes. Ces bêtes-là, tu es en train de dire quoi? Soit on me les vole parce que je ne les ai pas protégées, soit on ne me les vole pas parce que je les ai protégées, mais pour une valeur équivalente aux bêtes. Est-ce qu'un type, il est plus intéressé d'avoir les bêtes qu'il a aujourd'hui qui sont protégées pour la même valeur, ou de ne pas protéger, peut-être de se faire voler ses bêtes et d'en racheter des nouvelles? La Gemara, elle dit, c'est évident qu'un berger, hormis la protection qu'il a de ses bêtes, il sait que les bêtes, elles sont fiables. Ça veut dire quoi, elles sont fiables? N'oubliez pas que si je suis propriétaire de bêtes, ces bêtes-là, c'est une race que j'élève. Donc, puisque j'élève cette race, je sais comment je les traite. Prenez du Wagyu. La race de Wagyu, vous savez, la viande de Kobe. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez effectivement le label Kobe, il est obtenu qu'au Japon. Vous avez, la vérité, c'est qu'il y a deux choses, ce qu'on appelle le label Kobe et la race Wagyu. La race Wagyu, c'est une race qui est élevée à Kobe. Mais pour avoir le label Kobe, il faut que les bêtes elles viennent directement du Japon. Imaginez que moi, j'ai certaines bêtes directement qui sont Wagyu. Ces bêtes-là, je vais assurer leur protection parce que je sais qu'elles ont une valeur qui est inestimable. Surtout au niveau, évidemment, de la viande que je vais pouvoir vendre après. Ces bêtes-là, je les élève d'une certaine façon. Vous allez à Kobe et vous regardez le Wagyu, vous allez voir qu'il y a plein d'élevages de Wagyu. Et chacun dira que son élevage à lui, il est meilleur que l'autre. Pourquoi? Parce que moi, c'est pas juste que c'est une race Wagyu, c'est que je l'élève d'une certaine façon. Je la fais écouter, je sais pas, cette musique, que du Mozart. Il n'y a jamais du Beethoven, c'est que du Mozart. L'autre, il va dire, attention, moi, je la masse avec de l'huile qui vient de telle montagne, de telle région. L'autre, il va dire, non, moi, je la masse avec l'autre huile. Pourquoi? Parce qu'au contraire, ça la détend encore plus, et la chair, elle est meilleure, etc., etc. Imaginez maintenant que j'embauche quelqu'un qui va garder mes Wagyu. Et je fais très attention comment il va les garder, évidemment. On me dit que je dois payer pour garder à la société de gardiennage de mes Wagyu une somme équivalente à la valeur de mes bêtes. Est-ce que je suis capable d'investir cette somme-là? Je me dis quel intérêt. Autant qu'on me vole les bêtes, au final, l'un ou l'autre, ça sera soit je paye le double en gardiennage et en bêtes, soit je prends le risque de les perdre. Si je ne les perds pas, tant mieux pour moi. Si je les perds, au final, ça m'aura coûté qu'une fois la valeur de ces bêtes. On te dit non. Pourquoi? Parce que tes bêtes à toi, qui tient, même si on te les tue et que tu dois les remplacer, comme ça aurait été le cas de la société de gardiennage, qu'elle n'avait pas investi la somme, ou le propriétaire, s'il avait perdu ses bêtes parce qu'on lui a volé, est-ce qu'un propriétaire il va dire je m'en fiche, j'en rachèterai des nouvelles? Il ne va pas te dire ça. Pourquoi? Parce que s'il en rachète des nouvelles, ces bêtes-là, pour en arriver à les élever et en faire les mêmes bêtes qu'il avait initialement, ça sera très compliqué. Donc une personne, elle préfère protéger les bêtes qu'il a. Parce que ces bêtes-là, elles sont fiables, que de se dire je m'en fiche même si je les perds, j'en rachèterai des nouvelles. Et les nouvelles, il faudra les rééduquer, les réélever et leur redonner la même valeur. Pas juste une valeur pécuniaire, mais une valeur sentimentale et peut-être même une valeur de savoir-faire. Que d'après certains, son savoir-faire, c'est pas le meilleur, mais d'après lui, son savoir-faire, c'est le meilleur. Donc une personne, elle est prête à investir des sommes importantes en gardiennage de la même valeur que les bêtes qu'elle est en train de garder, pourvu que ces bêtes qu'il a, elles restent et qu'il n'ait pas un besoin de devoir en racheter de nouvelles qui ne seront certainement pas les mêmes que celles qu'il avait. Vous comprenez cette notion? Oui? Très très bien. Inami les tichayetera, que ce soit au niveau de la valeur ou que ce soit au niveau de la fatigue qu'il va devoir investir pour remettre les bêtes à niveau de celles qu'il avait initialement. Ligne 41. Rav Rizda ve Rabba, bar Rav Huna, l'ozira lehu de Rabba. Rav Rizda et Rabba bar Rav Huna, ils ne pensent pas comme Rabba, comme du fait que finalement,
on ne peut pas imposer à quelqu'un une valeur supplémentaire, une valeur équivalente à ce qu'il est en train de garder. Des amrés, parce qu'il va dire, les achiya avila agra, c'est pour ça que je te donne un salaire. Pour que tu puisses garder pour moi ces bêtes les meilleures. Autrement dit, la question qui est en train de se poser ici, c'est de savoir, est-ce que vraiment le propriétaire, il doit rembourser le gardien de la somme qu'il a investie pour pouvoir protéger les bêtes à hauteur de la valeur de ces bêtes? Il y a une façon de dire que oui, parce que c'est ses bêtes à lui et c'est à lui d'investir. D'un autre côté, il peut très bien dire au gardien, c'est pas à moi de te rembourser la valeur que tu investis en gardiennage. Pourquoi? Ce qui est légitime. Parce que ce que tu investis aujourd'hui pour garder, ça va te servir pour moi, mais ça va te servir certainement pour quelqu'un d'autre. Tu n'achètes pas un gilet pare-balles pour une mission. Tu achètes un gilet pare-balles pour plusieurs missions. Donc en fait, tu vas le rentabiliser au fur et à mesure. Et du reste, il va lui dire, moi je te paye, toi, pas par la personne que tu es uniquement. Je te paye aussi par rapport au matériel que tu vas fournir pour pouvoir me garder les bêtes. Donc le fait que tu sois rémunéré, tu es rémunéré pas simplement à hauteur de la personne que tu es, mais aussi au niveau du matériel que tu as. Donc je te paye déjà par la rémunération de la garde, eh bien les outils que tu vas utiliser pour garder. Donc je n'ai pas à te rembourser les outils. Les outils, c'est sur ta pomme. Et c'est légitime, finalement, de dire ça. La Gemara, justement, à propos de ça, elle va maintenant nous raconter une histoire qui s'est passée. Ligne 45. Ligne, effectivement, 45. Barada Sabulaha, avec Ma'avar Chavaïta Agmal Adenachash. Un jour, Barada, il a fait passer des bêtes. Il était payé pour garder les bêtes, hein, au-dessus d'un fleuve, sur le pont. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je remonte en haut, ça vous voyez. Hop. Voilà. En haut, ligne 48. Darfachada. Ouais, c'est ça. Je suis là. Ouais. Excusez-moi. J'ai l'impression que... Oui, c'est ça. C'est ça. Darfachada et Chavarta, tout en bas 47, ou Gila de Maya. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bête qui en a poussé une autre au-dessus du pont. Et qu'est-ce qui s'est passé? La bête, eh bien, elle est tombée à l'intérieur de l'eau. Donc, c'est une bête qui a poussé l'autre, ligne 48 en haut. À tous les camés, les Rav Papa, ils sont allés voir Rav Papa, ils lui ont demandé qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? Et je suis pour rien, moi, la bête, si elle a poussé l'autre. Raïvé, Rav Papa, il a dit, c'est à toi, le gardien, de rembourser la bête. Même si tu es un gardien payant, ce n'est pas un cas de force majeure, ce qui est arrivé. C'est donc de ta responsabilité et tu dois payer ce qui est arrivé. Amar, il lui a répondu, Barada Rav Papa, Maï aval les mehevad. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce qu'il a manqué dans mon gardiennage? Il y a 200 bêtes. Si tu veux qu'une bête ne pousse pas l'autre, il faut que je me mette entre chaque bête. Mais si je suis seul, comment tu veux que je me mette entre chaque bête? Je suis obligé de me mettre soit devant le troupeau, soit derrière le troupeau. Donc il peut arriver qu'il y en a une qui pousse l'autre, parce qu'elle veut aller plus vite, et que l'autre elle tombe. Donc comment tu peux dire que moi je suis responsable et que ce n'est pas un cas de force majeure? Amaï, il lui a répondu, Rav Papa, si tu es responsable, tu sais pourquoi? Parce que tu n'avais qu'à les faire passer une par une sur le pont. Ça veut dire que tu te mets d'un côté et que tu les fais passer une par une. L'une elle est passée, t'envoies la seconde, etc., etc. Et du coup, il n'y a pas de risque que l'une, elle en vienne à pousser l'autre, puisqu'elles passent les unes après les autres. Amar lui a répondu, alors à ce moment-là, Amar lui a dit, Barada, Rav Papa, Yada tabe de barachtir de matzele meva chada chada. Dis-moi, tu as déjà vu un berger qui s'amuse à faire passer des bêtes les unes après les autres? Ça n'arrive jamais. Quand on passe sur un pont, toutes les bêtes elles passent en même temps. Pourquoi tu me demandes de faire ça à moi? Amar lui a répondu, Rav Papa, à Barada, Kvar tsafru kamaye de kamar. Il faut que tu saches qu'il y en a beaucoup qui sont venus amener ton argument là, des sages qui ont dit que l'habitude des gens, c'est ce qui détermine la responsabilité. Et puisque les gens ne font jamais passer les bêtes les unes après les autres, alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'on t'accuse, toi,
parce que tu les as toutes fait passer en même temps. Mais Rav Papa, il lui a dit, moi, cet avis-là, je ne le retiens pas. Pour moi, tu es responsable. Tu ne dois pas voir comment les autres y font. Tu dois voir comment toi, tu fais au maximum pour assurer la responsabilité de la chose. Quitte à devoir faire passer les bêtes les unes après les autres, alors tu assumes cette responsabilité jusqu'au bout et tu les fais passer les unes après les autres. C'est toi qui es responsable de la chose totalement. D'accord? Ok? Très, très bien. Autre histoire qui illustre la scène, ligne 57. Aïvou, à Kitna Berounia. Aïvou, il est allé emprunter du lin dans la maison d'un monsieur qui s'appelait Rounia. D'accord? Et en fait, Aïvou, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas qu'il a emprunté. C'est que Aïvou, il a pris son lin à lui et il l'a amené dans la maison de Rounia. Il lui a dit à Rounia, garde-moi ça. Azal Chabou, ils sont venus des voleurs spécialisés. Cham Téminé, ils ont pris tout le lin. La soif au Karaganav, au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a trouvé le voleur. Atal et Kamede Rav Nachman, Rounia, qui était responsable, il allait voir Rav Nachman, il lui a dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? Qui n'est pas responsable? Chaïvé, Rav Nachman, il a dit à Aïvou, c'est toi qui es responsable. Malgré que tu étais un gardien gratuit, il ne t'a pas payé pour ça, eh bien, il faut que tu saches que malgré tout, c'est toi qui es responsable du vol qu'il y a eu. Autrement dit, même si tu es un gardien gratuit, tu es responsable de ce qui se passe. La Gemara, évidemment, elle pose la question. Elle dit, Lema pliga de Ravuna Baravin. Est-ce qu'on va dire quelque chose comme ça? Deshela Ravuna Baravin. Ravuna Baravin, il a dit clairement que Nigneva Beones, quand c'est volé par un voleur spécialisé, et après, on a trouvé c'était qui le voleur. Ça va être comme ça. Im Shomer Chinam ou, si c'était un voleur, si c'était un gardien qui était gratuit, alors à ce moment-là, Nishba, on va le faire jurer. Et s'il dit que c'est pas lui, il est exempt de toute responsabilité. Sinon, au Seimodine, on va faire une expertise. Et à ce moment-là, on va voir ce qui se passe. Et si c'est Shomer Sacharou, et si on parle d'un gardien qui est rémunéré pour ça, au Seimodine et non Nishba, on ne va pas le faire jurer. On va tout simplement l'amener au tribunal. Autrement dit, tu ne peux pas mettre au même niveau un gardien gratuit et un gardien qui est payé quand il y a même un voleur spécialisé. Un gardien gratuit, tu ne vas pas commencer à le mettre dans des circonstances où il va se sentir mal, quitte à le faire jurer, quitte à lui mettre au tribunal pour qu'il jure. Un gardien qui est payant, lui, oui, lui, tu peux le mettre en procès. Parce que puisqu'il est payant, tu l'as rémunéré pour ça et c'est à lui d'assurer la responsabilité de le prémunir en tout cas. Amar Rava, il a dit, Gavre des parmousqués avoukaïmé. En vérité, il faut savoir que dans quel cas tu vas accuser un gardien gratuit et que tu peux le mettre en procès s'il a gardé quelque chose et que ça a été volé par des gardiens spécialisés. C'est si il avait à côté de lui, d'accord, des gens que tu lui avais mis à disposition qui étaient des gens spécialisés pour garder la chose. Autrement dit, lui, c'est un gardien gratuit, mais tu lui as mis un système de sécurité expert. Je vous donne un exemple. On t'a demandé de garder un tableau de maître. On t'a installé un système avec des rayons infrarouges dans une pièce pour garder la chose. Donc en fait, on t'a mis un système spécialisé. On est venu et on t'a volé la chose avec des gardiens experts. Il y a des voleurs experts qui sont venus et qui t'ont volé la chose. Tu vas dire, moi je suis un gardien gratuit, je ne suis pas responsable. On va te dire non. Tu es peut-être un gardien gratuit qui n'est pas responsable à la base. Mais puisque je t'ai installé un système de sécurité avec des rayons infrarouges et qu'ils ont malgré tout réussi à rentrer, c'est parce que tu as laissé la porte de ta maison ouverte. Donc être un gardien gratuit ne t'exempte pas de la responsabilité de base que tu as quand tu gardes une chose. Par contre, si tu es un gardien qui est payant, c'est pas au propriétaire d'installer le rayon infrarouge. C'est à toi d'installer le rayon infrarouge parce que c'est toi qui es le dépositaire de la chose, qui se fait rémunérer pour cette chose-là. Et donc, tu es responsable de la chose entièrement et c'est à toi d'installer le système de sécurité pour protéger au maximum la chose. Voilà les amis. On a appris donc toute la souga de cette Mishnah qui parle de la garde qui est très importante. Est-ce qu'il y a des questions? Un type qui prend un troupeau
Ouais, qui prend un troupeau de Marseille à Toulouse. ouais. Il les Et, prend en train, hein. Il les prend pas à pied parce que sinon il n'est pas prêt d'arriver, hein. il les transporte par camion, Ouais, mais c'est pas son transport principal. Lui, il va faire ce trajet-là avec son camion pour transporter peut-être 2 voitures. Et il y a quelques petites places là où on peut mettre quelques moutons. Et ces moutons, pour une raison quelconque, se sont envolés. d'accord. Donc, il le fait gratuitement. Est-ce qu'il Il est prend le mouton, responsable? il prend le mouton dans la voiture et Il prend 2, 3 moutons pour rendre service à son copain, mais gratuitement. ouais. Et puis ces moutons-là, ben, sur la route, avec le vent, ils ont disparu. Alors évidemment qu'il n'est pas responsable. Pourquoi il n'est pas responsable? Parce que c'est un gardien gratuit. Et comme c'est un gardien gratuit, c'était au propriétaire de mettre à sa disposition, à cette personne-là, une voiture qui aurait pu eh bien, accueillir les moutons. Mais à partir du moment où le propriétaire ne lui donne pas les moyens, il lui a donné gratuitement, il lui a demandé de transporter et qu'il lui met rien à disposition, c'est pas à lui de prendre sur lui en tant que gardien gratuit d'aller acheter des choses et effectivement de devoir investir une somme particulière pour pouvoir mettre les moutons Les attacher derrière. Lui, le propriétaire, il sait très bien. Soit il lui donne une voiture spécialisée pour garder les moutons, et à ce moment-là, il lui a mis les moyens à disposition. Et s'il arrive quelque chose aux moutons, alors oui, il est responsable, parce que le propriétaire avait mis dans ses mains les moyens de lutter contre le problème qui aurait pu arriver aux moutons. Mais si le propriétaire, il lui dit, tu mets dans ta voiture, tu mets 2 moutons derrière, tu te débrouilles, et à ce moment-là, le propriétaire, il est en même temps garant de ce qui peut arriver aux moutons. Parce que s'il voulait vraiment qu'il arrive rien, il n'aurait pas pris le risque de laisser les moutons sur le toit. Et à ce moment-là, les moutons ne se seraient pas envolés. Par contre, si tu as un gardien qui est payant, alors à ce moment-là, c'est à toi d'investir de l'argent pour prendre une location d'un véhicule qui peut accueillir ces moutons pour pas qu'elles viennent en haut. Tu achètes la corde pour les attacher. D'accord. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme d'habitude, très exhaustif. On essaye, dans la mesure du possible. Cédric, J'ai pris en cours de route, alors j'ose pas poser de questions, mais j'ai pris en cours de route, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu es bien le Cédric Exactement. qui a fait les études avec moi? Exactement. Je suis très très content de te voir. Moi aussi. Alors j'explique à tous les autres, c'est un très très bon ami à moi que je suis très content de retrouver. On a fait nos études ensemble. Allô? Oui, monsieur Dreyfus. Oui, je vous écoute. une petite question, parce que même disons, un gardien gratuit ou... je vous entends très mal, monsieur Dreyfus. C'est mieux? Difficilement, mais on va se concentrer. Je vous écoute. Oui, même un gardien, disons, gratuit, disons, non professionnel, il a quand même une certaine responsabilité. Il ne peut pas, disons, s'il est totalement négligent, il n'a pas... Comment dire, est-ce que c'est toujours tout rien ou quand même jusqu'à un certain degré, disons, un dédommagement, etc. Enfin, selon le cas, non? Bien sûr. La négligence et l'imprudence, elle peut être imputée, bien évidemment, au propriétaire, à la personne, même s'il a un gardien gratuit. Dans tous les cas, la négligence et l'imprudence, elle est imputée à un gardien, qu'il soit rémunéré ou qu'il ne soit pas rémunéré. Parce que ça, c'est de son fait à lui. Quand on vous demande de garder quelque chose, que ce soit payant ou que ce soit pas payant, vous ne pouvez pas délaisser la chose, vous devez malgré tout la garder. Mais s'il y a un cas de force majeure qui se présente, alors à ce moment-là, c'est plus la négligence et de l'imprudence. C'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous prémunir déjà à l'origine. Et donc à ce moment-là, c'est là qu'on va différencier le cas du gardien rémunéré et le cas du gardien qui n'est pas rémunéré. Merci. D'accord? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Alors les amis, on a enclenché comme on le fait d'habitude aujourd'hui sur le sujet du Talmud à propos des gardiens. Alors si Dieu veut, comme on en a l'habitude, jeudi matin à 10h30, on reprendra les mêmes gardiens dont on a parlé
le même niveau de responsabilité dont on a parlé, les différents types de responsabilités, et on comprendra, comme on en a l'habitude, profondément quel enseignement peut-on en tirer aujourd'hui, mis à part le SPCJ, la Brinks et le bélier et le mouton, comment on peut traduire ça en termes de notre responsabilité dans la vie de tous les jours par rapport aux gens qui nous entourent et les différents types de gardiens que nous pouvons être parmi les différentes composantes du clan Israël de notre peuple. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée et plein de bonnes choses. Je t'appelle maintenant, Cédric, si t'es dispo. Avec plaisir. Allez, bye bye tout le monde. Au revoir. Merci. Merci David. Des bonnes nouvelles.